Alors bonjour à tous, je m'appelle Céline Guillemois, je suis actuellement inspectrice de l'éducation nationale en fonction sur la direction adjointe de l'INSP de Martinique et je vais vous présenter mon travail de recherche doctorale intitulé Enseigner des compétences de base avec un enseignement socio-constructiviste ou explicite, comparaison de deux méthodes pédagogiques. Quelques éléments de contexte tout d'abord pour rappeler que la Martinique accueille actuellement plus de 50% de ses élèves dans des établissements classés en REP ou en REP+, et que c'est une éducation qui coûte cher. Je rappelle qu'au niveau national, l'éducation prioritaire a un surcoût de 1,4 milliard selon la Cour des comptes de 2018. Du côté de la recherche, on peut constater que d'après les enquêtes internationales, l'activité pédagogique qui conduit aux apprentissages n'est pas socialement arbitraire en France. Particulièrement en mathématiques, nous rendons compte que nos élèves obtiennent des résultats extrêmement faibles, notamment en mathématiques. Et moi, la question que je me suis posée, c'est comment finalement pouvons-nous agir sur les pratiques pédagogiques pour que les performances des élèves deviennent meilleures. Et je me suis appuyée dans ma revue de littérature principalement sur des méta-analyses. Je cite quelques-unes d'entre elles, Atty 2009, Gauthier, Bissonnette et Richard, les travaux de Rosenschein, les travaux de Krosenbergen et Valiut notamment. D'où la question de recherche suivante, quels sont les effets d'un changement de pratique en éducation prioritaire pour l'apprentissage de notions fondamentales, avec plus particulièrement le cas des mathématiques. Et dans mon travail de recherche, j'ai finalement comparé les performances des élèves alors qu'ils avaient appris des notions en mathématiques avec un enseignement socio-constructiviste ou avec un enseignement explicite. En fondant mon propos sur un ouvrage de Tobias et Dufy, je vais rappeler quelques concepts clés à travers le prisme de l'enseignement socio-constructiviste et celui de l'enseignement explicite. En premier lieu, le savoir, qui est défini par les socio-constructivistes comme une produit de l'activité de l'apprenant, alors qu'il est plutôt traduit comme un traitement de l'information du côté des défenseurs de l'enseignement explicite. De la même manière, les socio-constructivistes affirment que les savoirs peuvent être découverts comme les scientifiques, alors qu'en enseignement explicite, on considère plutôt que les novices et les experts apprennent de manière très différente. La finalité de l'enseignement n'est pas exactement également vécue de la même manière. Dans un cas, nous avons plutôt une utilisation des connaissances dans la vie future, alors que dans l'autre, elle est plutôt définie comme un gain d'apprentissage rapide et durable. L'apprentissage, quant à lui, est vu comme un changement dans l'état des connaissances, dans le comportement et l'activité sociale, alors que du côté enseignement explicite, il va plutôt être traduit comme un changement dans la mémoire à long terme. Les sous-bassements théoriques ne sont pas exactement les mêmes non plus. Dans un cas, la théorie de la flexibilité cognitive, dans l'autre, celle de la charge cognitive. Et enfin, la notion de guidance qui est plutôt minimale dans le cadre d'un enseignement socio-constructiviste, alors qu'elle va être forte dans le cadre d'un enseignement explicite. La déclinaison en classe de ces deux types d'enseignement pourrait se traduire en miroir de la manière suivante, une situation de découverte versus une situation de modelage, une situation, une étape de mutualisation, de mise en commun et de synthèse dans le cadre de l'enseignement socio-constructiviste versus une pratique guidée dans le cadre de l'enseignement explicite, un moment d'institutionnalisation dans les deux cas, et puis une phase d'entraînement et de transfert versus une pratique autonome. La revue de littérature montre malgré tout que l'enseignement socio-constructiviste est peu efficace pour les élèves en difficulté d'apprentissage, alors que l'enseignement explicite va l'être pour ce type de public. Toutefois, la majorité des chercheurs, qu'ils soient de facture socio-constructiviste ou enseignement explicite, s'accordent à dire qu'il y a une nécessité de comparer ces deux types d'enseignement pour des notions strictement identiques, et cela va constituer finalement le travail de recherche que je vous présente. En Martinique, donc, je rappelle que nous avons 50% de nos établissements en éducation prioritaire. Les élèves qui sont en difficulté sociale sont des élèves pour qui les gestes professionnels, les méthodes pédagogiques ont un impact fort, particulièrement en mathématiques où nous avons des résultats très faibles.
Les revues de littérature semblent dire que pour les élèves en difficulté, l'enseignement explicite donne de meilleurs résultats que l'enseignement socio-constructiviste. Aussi, moi, l'hypothèse que j'ai faite, c'est que si un professeur des écoles enseigne des notions mathématiques de base à des élèves en éducation prioritaire avec un enseignement explicite, alors la performance de ces élèves devrait être meilleure que si cet enseignant le fait avec un enseignement socio-constructiviste. Donc pour vérifier notre hypothèse, nous avons réalisé 3 études. Une étude numéro 1 avec des élèves de CE1 qui ont appris la technique opératoire de la soustraction. Une étude numéro 2 avec des élèves de CM1 qui ont appris la technique opératoire de la division. Et enfin une 3e étude avec des élèves de C2 qui ont appris la notion d'air. Pour vérifier notre hypothèse, nous avons constitué 2 groupes expérimentaux. Un dans lequel les élèves ont appris les notions visées avec un enseignement socio-constructiviste, l'autre avec un enseignement explicite. Et puis nous avons un groupe contrôle dans lequel les élèves ont appris les notions visées avec un enseignement ordinaire. Chaque enseignant a reçu une séquence clé en main réalisée selon les principes de l'enseignement dans lequel il était inscrit. Ces séquences ont été standardisées dans la mesure où il y avait un même nombre de séances, une même durée de séance et un même temps de manipulation, quelle que soit la méthode utilisée. Ensuite, des pré-tests et des post-tests ont été réalisés pour chacune des études, donc des évaluations qui se sont passées avant et après l'apprentissage et qui étaient strictement identiques. Que ce soit pour le pré-test ou pour le post-test, chaque élève reçoit donc un score total à son évaluation. J'ai pris un exemple pour une évaluation sur 20 points. Donc cette évaluation est la somme des scores obtenus pour chacun des exercices qui composent le test. Et chaque exercice est lui-même obtenu en faisant la somme des scores des compétences qui sont mises en jeu pour l'exercice en question. En termes de chronologie, nous avons donc conçu d'abord les séquences, puis les avons mis à la disposition des enseignants, pour lesquels nous avons proposé une formation dans chacun des types d'enseignement. Un animateur mathématique a fait passer les pré-tests et les post-tests avant et après l'apprentissage. Et enfin, entre ces 2 temps, les enseignants ont mis en place la séquence proposée à raison d'une séance par jour. Durant cette période, des visites ont été réalisées pour constater que le protocole était bien suivi. Alors ici, vous voyez apparaître les premiers résultats de l'étude numéro 1 pour la soustraction en CE1. Vous remarquez que toutes les courbes sont ascendantes, ce qui veut dire que quel que soit l'enseignement choisi, les élèves ont tous appris. Ceci étant dit, la courbe bleue est nettement au-dessus de la courbe verte et rouge. Donc l'enseignement explicite a donné de meilleurs résultats que l'enseignement socio-constructiviste ou que le groupe contrôle. Et cette différence est statistiquement significative. Ce que nous pouvons déduire de ces courbes, c'est que l'hypothèse de départ, en tout cas pour l'étude numéro 1, a été vérifiée. Ici, pour l'étude numéro 2, qui était, je le rappelle, la notion de la technique opératoire de la division en CM1, on peut constater que les résultats sont identiques. Le gain d'apprentissage réalisé pour les élèves qui ont appris avec un enseignement explicite est supérieur et de manière statistiquement significative par rapport au gain d'apprentissage produit pour l'enseignement ordinaire et l'enseignement socio-constructiviste. Enfin, pour la 3e étude sur la notion d'air en CM2, bien que les scores moyens soient moins hauts, l'hypothèse est tout de même vérifiée puisque le gain d'apprentissage réalisé avec l'enseignement explicite a également donné de meilleurs résultats que l'enseignement socio-constructiviste dans le cadre de cette étude. Donc en élément de discussion, je rappelle que nous avons comparé 2 types d'enseignement en contexte réel de classe. Pour des notions mathématiques de base, la technique opératoire de la soustraction et de la division, la notion d'air, et pour des élèves de l'éducation prioritaire, la recherche actuelle corrobore finalement les résultats de la revue de littérature, puisque pour nos 3 études, les gains d'apprentissage obtenus par les élèves ont été meilleurs lorsqu'ils ont appris avec un enseignement explicite que lorsqu'ils ont appris avec un enseignement socio-constructiviste. Maintenant, est-ce que ces résultats nous permettent de les étendre à d'autres disciplines, d'autres territoires, d'autres niveaux de classe? Est-ce que cette recherche a permis de comprendre les processus cognitifs et motivationnels sous-jacents derrière ces 2 méthodes pédagogiques? La réponse évidemment est négative, mais elle ouvre en tout cas sur d'autres champs de recherche.
Alors je conclurai sur les implications des résultats, j'en vois deux essentiellement. Déjà, c'est un travail qui peut s'inscrire dans le cadre de la formation initiale et continue des enseignants, puisqu'elle a été réalisée en contexte réel de classe, qui lui donne une légitimité dans le monde professionnel. Elle a également permis de balayer un certain nombre de concepts et elle encourage les enseignants à utiliser des méthodes probantes de la recherche pour améliorer leur pratique pédagogique. C'est aussi un travail de recherche qui a nécessité la conception de nombreuses séquences. Bien sûr, elles ne sont pas dogmatiques, elles pourraient certainement être améliorées encore. Toutefois, les séquences ont été scénarisées et pourraient servir de point d'appui pour la création d'autres séances, le travail de conception qui reste souvent à la charge des enseignants. Donc cette recherche qui vous a été présentée, pour moi, est également une contribution aux recommandations du rapport Villani-Torossian, dont la mesure 3 insiste sur la nécessité de réaliser des expérimentations pour procéder à une évaluation scientifique des méthodes explicites, ce qui est un petit peu le cas dans ce que nous avons fait. Et indirectement, elle contribue également à d'autres mesures qui soulignent l'importance des apprentissages explicites en mathématiques. Pour conclure, je dirais que les approches constructivistes explicites de l'enseignement peuvent être utiles à des fins différentes. Il est important, à mon avis, de conjuguer les recherches avec les préoccupations du terrain pour arriver à des améliorations pédagogiques, ce qui pourrait profiter au plus grand nombre et qui tiendrait compte notamment des contraintes de temps des enseignants sur le terrain. Je vous remercie pour votre attention.